L'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, c'est un effet dont les conséquences, en fait, sont observables dans la vie courante, hein, surtout de nos jours, depuis qu'existe l'automobile. Je vous ai proposé dans le début de ce chapitre, c'est-à-dire ici, là, en fait, d'imaginer une situation que vous avez pu observer dans les vidéos que je vous avais envoyées. C'est la situation où vous êtes par exemple vous immobile hein, sur le bord de la route et puis vous avez une voiture qui passe devant vous. Donc en fait, quand elle arrive, la voiture, hein, vous entendez le bruit du moteur. Le bruit du moteur, évidemment, plus la voiture approche de vous, plus le bruit du moteur est fort en fait. Hein. Puis quand elle passe devant vous, le moteur il est à son intensité maximale et puis après quand la voiture s'éloigne, eh bien vous entendez le bruit du moteur qui diminue petit à petit son intensité jusqu'à ce que quand la voiture est assez loin, jusqu'à ce que vous entendiez plus la voiture. Ça c'est ce qui se passe pour l'intensité. Donc augmentation maximum quand elle est à côté de vous et diminution quand elle s'éloigne. Maintenant, il y a un autre effet justement qu'on peut percevoir, c'est un changement dans la fréquence du bruit, un changement du bruit du moteur. Ça fait quelque chose un petit peu comme ça. C'est exactement le genre de choses qu'on entend quand il y a une voiture ou une moto, n'importe quoi qui nous passe devant. En fait. Donc vous avez le moteur qui fait un certain bruit, qui est associé à une certaine hauteur, hein, puisque donc la hauteur, ça, je vous rappelle, c'est ce qui représente c'est notre perception d'un son qui aura une fréquence élevée ou basse. Donc, le son qu'on entend, quand le véhicule approche, il a une certaine hauteur, qui est un son relativement aigu, on va dire. Et puis, à partir du moment où il est passé devant vous, immédiatement, vous sentez une différence instantanée de diminution justement de cette hauteur. La hauteur étant associée à la fréquence, il y a donc, comme il y a une modification de hauteur, on peut dire qu'il y a une modification de la fréquence du bruit du moteur. Cela dit, le moteur, lui, il ne change pas de fréquence. Si vous êtes dans la voiture, le moteur, vous l'entendez de manière identique tout le long. Évidemment, sauf s'il y a une accélération ou un freinage ou un changement de vitesse, ce genre de choses. Mais si le moteur, si la voiture roule en ligne droite à vitesse constante, qu'il y ait quelqu'un sur le bord du trottoir qui vous écoute ou pas, le bruit du moteur ne change pas. Donc en fait, ce n'est pas le bruit du moteur qui change, c'est le bruit perçu par celui qui est ou celle qui est immobile sur le bord de la route. Donc, tout ça, c'est une histoire de perception par rapport à, on va dire, au récepteur, à la personne qui écoute hein, cette histoire. Autre exemple, c'est très marquant avec une sirène, par exemple. Hein, quand vous avez l'ambulance qui passe à côté de vous, vous entendez vous entendez beaucoup plus faible le son hein, avec une fréquence plus basse. Encore une fois, c'est exactement le même principe. Donc, il y a une modification de la perception de la hauteur du son et donc de sa fréquence. Alors, cette perception, cette modification, pardon, c'est justement ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, dont le nom en fait vient d'un, je vous ai écrit ça, une petite quelque chose là-dedans, hein, dont le nom vient d'un physicien et mathématicien autrichien hein, qui a vécu de 1803 à 1853, donc vous voyez qu'il est mort relativement jeune, à 50 ans, et donc ce personnage, ce scientifique, a caractérisé le phénomène, donc il l'avait déjà observé, j'imagine, hein, et donc surtout il a réussi à expliquer ce phénomène et comment dire, à donner des formules, à proposer des formules qui permettent justement de calculer les choses. Donc c'est ce qu'on appelle caractériser un phénomène. Et ça, il l'a fait en 1842. Donc vous voyez que c'est quand même assez vieux. Hein, ça fait bientôt 180 ans que ça a été découvert, cette histoire. Alors, le but maintenant, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment ce phénomène fonctionne, c'est-à-dire, prenons un exemple, tout simplement. Alors, un exemple. Ah, excusez-moi. Hop, voilà. Entrons dans le concret. Et donc,
ce que je vous présente maintenant, c'est ici. Hein. Alors, si vous prenez une source qu'on appellera ici un émetteur et que je noterai avec la lettre E dans les schémas, hein, vous avez ici une source. Cette source produit des ondes sonores qui partent dans toutes les directions de l'espace. Donc, en fait, comme on l'a vu, ces ondes sonores, eh bien, elles se propagent, on va dire, sur des cercles, hein, sur des sphères, pardon, que j'ai représenté ici évidemment sur feuille en 2 dimensions, donc selon des cercles. Et ces ondes, en fait, elles se propagent dans toutes les directions avec une certaine vitesse qui est, bien entendu, la vitesse du son, hein, ici. La vitesse, ce que je n'ai pas représenté dans le schéma. Donc, ça se propage évidemment dans toutes les directions, comme ça, comme ça, comme ça, partout. Partout, même ici, dans tous les sens. Donc, en fait, vous avez des cercles. Quand il y a un son qui est émis, eh bien, le cercle augmente sa taille. Excusez-moi, je parle de cercle, mais c'est de sphère, en fait. Hein. La sphère augmente sa taille de manière régulière autour de l'endroit d'où a été produit ce son. Un peu comme quand vous lancez une pierre dans l'eau. Eh bien, cette pierre dans l'eau, elle produit des cercles hein, qui se propagent autour de l'endroit, du point d'impact du caillou dans l'eau. Et ces cercles sont concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre. C'est ce que j'ai marqué ici, hein, ça c'est important. Donc là, ici, ce sont des sphères concentriques. Alors, maintenant qu'on est là, imaginons qu'on a un récepteur que j'ai appelé R1, ici, puis on considérera après un autre récepteur R2 qui sont de part et d'autre de l'émetteur. Alors, en fait, ici, ce qu'on voit, hein, si vous voulez, on peut imaginer la chose comme ça. Vous avez les ondes qui sont donc des sinusoïdales, comme ça. Et en fait, les crêtes, ici, c'est représenté par les cercles que vous avez ici. Ça, c'est une crête. Ça, c'est une crête, etc., etc. Donc ça, ce sont les crêtes. Alors, le récepteur qui est ici, R1, ben lui, il va percevoir des crêtes qui arrivent successivement. Et donc, la distance qui est entre les crêtes, cette distance-là, ouais, alors là, je vais éviter ce genre de choses. Hein, je vais le faire déjà en une autre couleur. Et voilà, cette distance-là, il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein, sur ce truc. Cette distance-là, je vais y arriver, voilà, hop. C'est la distance qu'il y a entre, disons, ce point-là et ce point-là. Et cette distance-là, c'est la distance entre deux crêtes. Ça correspond à ceci, en fait. Hein. Et ceci, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment la longueur d'onde. Alors, comme c'est le récepteur numéro 1, j'appelle cette longueur d'onde lambda 1. Ici, vous avez lambda 1. Le récepteur qui est de l'autre côté, que j'appelle R2, en fait, hein, ici, eh bien, R2, il perçoit quelque chose de complètement similaire. C'est même plus que similaire, c'est égal. En fait, R2, qui est de l'autre côté, lui aussi, il va percevoir une longueur d'onde que j'ai appelée cette fois lambda 2 et qui est donc l'écart qu'il y a entre les deux crêtes, la distance qu'il y a entre les deux crêtes. Comme le son est émis de manière uniforme dans tous les sens, et qu'on a donc ici des sphères concentriques ou des cercles concentriques sur le schéma, eh bien, on peut écrire que lambda 1 égale lambda 2. C'est-à-dire que la longueur d'onde qui va être perçue par R1 et la longueur d'onde qui va être perçue par R2 sont les mêmes. Et en plus d'être les mêmes, c'est la même que celle qui est produite à la base par l'émetteur. Donc, on a cette relation que j'ai écrite un peu plus bas ici, là, voilà. Je vais tout effacer. On a cette relation très importante qui est que la longueur d'onde détectée par le premier récepteur est égale à la longueur d'onde qui est détectée par le deuxième, qui est égale à la longueur d'onde produite par l'émetteur. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a une relation qui dit que la vitesse d'une onde est égale à sa longueur d'onde fois la fréquence. Donc, du coup, si on la retourne, la fréquence, c'est la vitesse sur la longueur d'onde.
Alors la vitesse, évidemment, là-dedans, c'est toujours la même chose. Hein. Toutes les ondes, enfin, c'est l'onde qui se propage autour de l'émetteur, elle a une certaine vitesse, qui est la vitesse du son, en fait, ici. Hein. Donc si c'est un son qui est propagé dans l'air, comme le bruit d'une voiture, par exemple, c'est la vitesse du son dans l'air. Alors maintenant, si les longueurs d'onde sont identiques, ce qu'on vient de voir ici, eh bien, forcément, la fréquence, elle aussi, va être identique. Donc, on obtient que la fréquence détectée par le premier récepteur, le premier observateur, qui est d'un côté de l'émetteur, est égale à la fréquence qui est détectée par l'autre observateur qui est de l'autre côté. Donc, les deux détectent la même fréquence, le même son, qui est aussi le même son que celui qui est produit par l'émetteur. Alors, si je reprends mon exemple de la voiture de tout à l'heure, ça représente quoi en fait ça? Ça représente par exemple, vous avez une voiture qui est immobile, qui est arrêtée, mais le moteur est en marche. Et puis vous avez deux personnes de chaque côté de la voiture. Eh bien, ces deux personnes vont percevoir le même bruit du moteur, si elles se trouvent à la même distance, hein, en tout cas à la même fréquence, quelle que soit la distance. Et cette fréquence, ce sera aussi la même qu'une personne qui se trouve dans la voiture percevra. C'est-à-dire le même bruit partout, qui se propage de manière uniforme dans toutes les directions de l'espace. Ça, c'est ce qui se passe quand tout est immobile. Mais évidemment, dans la situation que je vous ai présentée tout à l'heure, eh bien, on ne parle pas de choses qui sont immobiles. Hein. On parle maintenant, imaginons que l'émetteur est en mouvement. Donc, on va considérer cette situation. Considérons maintenant que l'émetteur se déplace avec une certaine vitesse que j'ai appelée ici dans mon dessin VE. Donc, c'est cette vitesse que vous avez ici, VE, là, en fait. Donc, il se déplace avec une certaine vitesse VE qui va donc de droite à gauche sur mon schéma. Alors, à chaque instant, cet émetteur, il va émettre des sons. Et chaque son émis à chaque instant va se propager selon une sphère qui augmente sa taille au cours du temps, qui augmente sa taille, la sphère, depuis le centre qui est la position d'où a été produit le son. Mais maintenant, étant donné que l'émetteur se déplace, l'émetteur ici, étant donné qu'il se déplace, la position d'où sont produits les sons change. Ils ne sont pas tous produits depuis le même endroit. Donc, le centre des sphères n'est pas toujours au même endroit, puisque justement, le centre des sphères, ça représente l'endroit où a été produit le son et que cet endroit se déplace avec le véhicule. Alors du coup, on a la situation qui est caractérisée un peu par le schéma que j'ai fait ici. Vous n'avez plus des sphères qui sont concentriques, là c'est des cercles qui sont plus concentriques. On a cette situation-là. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous avez, si vous regardez par exemple, essayez d'imaginer un petit peu, je vais essayer de faire bien les choses. Hein. Vous avez, je vais prendre d'abord en rouge, ce cercle-là, c'est le plus grand cercle rouge. Très bon film, entre parenthèses, Le Cercle Rouge. Je vous conseille de le regarder. Alors, bon, ce cercle-là, le centre, il est à peu près, je dirais, ici. Donc, ça veut dire que l'onde qui est posée, on va dire, sur le cercle rouge, a été émise depuis cette position. Donc, quand l'émetteur était dans cette position. Changeons de couleur maintenant. Si je prends maintenant le cercle bleu qui est ici. Alors, ce cercle bleu, lui, son centre, il est où? Il est à peu près par là. Donc, ça veut dire que ce cercle bleu, l'onde qui est sur ce cercle bleu, à l'instant où on prend la photo en quelque sorte, elle a été émise lorsque l'émetteur était ici. Prenons encore une couleur avec du vert ici. Là, vous avez un cercle vert que je dessine. Ce cercle vert, il a été produit encore un peu plus tard et le centre, il est à peu près par ici. Donc, encore une fois, l'onde qui se trouve à ce moment-là sur le cercle vert, la perturbation qui se trouve sur le cercle vert, a été produite lorsque l'émetteur était à cette position-là, qui est différente de la position bleue et de la position rouge.
Et puis, si je prends le dernier cercle qui me reste, hein, ah non, il y en a encore un, disons, prenons le orange, là, et on va s'arrêter quand même, hein, on ne va pas tous les dessiner. Eh bien, le orange, lui aussi, hein, la position du centre du cercle du orange, elle est par là. Il faut qu'elle ait encore changé. Donc, c'est la raison pour laquelle on obtient ces cercles ici, qui ne sont plus des cercles concentriques. C'est ce que j'ai écrit ici dans le texte. On n'a plus les cercles, les sphères représentant, excusez-moi, je voulais faire ça en rouge, je me suis trompé. Les sphères représentant les ondes ne sont plus concentriques. Alors maintenant, regardons ce qui se passe avec, pardon, hop. Regardons ce qui se passe du point de vue des récepteurs. Vous avez ici un observateur, hein, un récepteur que je vais dessiner en vert par exemple, R1. Et puis, vous mettez de l'autre côté R2, de l'autre côté par rapport à l'émetteur. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que si l'émetteur, c'est par exemple la voiture, eh bien, il s'agit ici de la situation où vous avez la voiture qui s'approche du récepteur. Donc là, c'est comme si on avait la voiture qui s'approche de la personne qui est au bord de la route. Vous avez la voiture qui arrive comme ça. Et puis, une fois que la voiture est passée devant la personne, la voiture s'éloigne en fait de la personne. Donc, du coup, ce serait la situation plutôt représentée par R2, puisque la voiture ici, l'émetteur, s'éloigne de R2. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'expliquer le petit phénomène, la petite expérience, grosso modo, qu'on a déjà tous vécu lorsqu'il y a une voiture qui nous passe à côté quand on est au bord de la route. Alors, si vous regardez le récepteur R1, eh bien pour lui, le véhicule, l'émetteur, s'approche. Et donc, si vous regardez ce qui se passe entre le récepteur et l'émetteur, vous voyez que les différentes crêtes, en fait, je vous rappelle que les cercles ici, ça représente les crêtes, eh bien, elles sont assez rapprochées. Vous avez ici un éloignement entre les crêtes qui est relativement petit ici. Et donc, ça, c'est la longueur d'onde qui va être perçue par le récepteur R1. En quelque sorte, ces ondes, elles sont tassées, en fait. Par contre, quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté, eh bien, de l'autre côté, au contraire, les ondes, elles sont un petit peu dilatées. Vous voyez, enfin, la longueur d'onde plutôt. Vous voyez ici la différence entre cette crête et cette crête-là. C'est la différence de longueur d'onde de crête. C'est donc la longueur d'onde vue, perçue par le récepteur R2. Eh bien, vous voyez que cette longueur d'onde, elle est grande, en fait. Donc, selon la position où on est par rapport à l'émetteur qui se déplace, on va percevoir une longueur d'onde qui est plus petite ou qui est plus grande. Et si maintenant vous rappelez la situation qu'on a vue tout à l'heure, où l'émetteur était immobile, eh bien vous aviez la chose suivante. Vous aviez l'émetteur qui émettait avec une certaine longueur d'onde lambda. Et si vous comparez avec la figure qui se trouve donc, à la page précédente, vous verrez que dans notre cas de figure ici, je vais l'écrire en noir ici, en fait, eh bien, vous avez lambda 1 qui est détectée par R1. Elle est plus petite, effectivement, que lambda 2, mais elle est carrément même plus petite que lambda, qui est émise, en fait. Ça, c'est émise. Et ce lambda, lui, est plus petit que lambda 2. Donc, déjà, le fait que la longueur d'onde lambda 1 soit plus petite que la longueur d'onde lambda 2, ça permet d'expliquer le phénomène qu'on observe quand il y a une voiture qui nous passe à côté. Parce qu'en fait, étant donné que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, vous avez la vitesse qui est égale à lambda fois f, du coup, si vous retournez cette équation, la fréquence, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde diminue, plus la fréquence augmente. Si la longueur d'onde diminue, alors la fréquence augmente. Donc là, vous voyez que lambda 1 est plus petit que lambda 2, ça se voit ici sur le schéma. Lambda 1 est plus petit que lambda 2. Donc, si on a lambda 1 qui est plus petit que lambda 2,
alors il faut, pour compenser, que la fréquence F1 soit plus grande que la fréquence F2. Alors, comme la fréquence F1 est plus grande que la fréquence F2, ben c'est pour ça que le récepteur qui se trouve ici, il va percevoir une fréquence plus grande que le récepteur qui se trouve ici, à l'arrière. Donc, en fait, R1, ça représente, par exemple, vous êtes le récepteur, immobile sur le bord de la route. Quand la voiture s'approche, vous êtes comme R1, vous percevez une fréquence grande. Dès que la voiture passe devant vous, elle est en train de s'éloigner, du coup, vous devenez comme un R2 en quelque sorte, où vous avez le véhicule qui s'éloigne de vous, et donc du coup, vous percevez la fréquence plus petite. Et donc, ça explique l'observation en termes auditifs du bruit qui fait vous avez une baisse de la fréquence ici, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, tout ça, je l'ai écrit en fait ici, mais je l'avais écrit à la main sur le schéma. OK. Alors, maintenant, je voudrais encore considérer une dernière situation, qui est la situation dans laquelle vous avez, donc c'est plus comparable à la situation où vous êtes sur le trottoir puis il y a une voiture qui passe à côté. Hein. C'est autre chose. Donc maintenant, parce que en fait, ce qu'on a expliqué, c'est ce qui se passait lorsque vous avez l'émetteur qui se déplace, mais que le récepteur est immobile. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait observer quelque chose d'analogue si l'émetteur était immobile et que ce serait le récepteur qui bouge? Alors, je vous propose donc de considérer cette situation que vous avez ici, où vous avez un émetteur là, qui est immobile. Lui, il ne bouge pas. C'est ce que j'ai écrit ici, émetteur immobile. Et puis maintenant, vous avez un récepteur en mouvement. Alors, s'il est en mouvement, il y a deux possibilités. Soit le récepteur s'approche. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. R1 s'approche de l'émetteur. Donc ici, vous avez R1 qui s'approche. Ou alors, au contraire, eh bien, le récepteur s'éloigne. Hein, donc tout est possible de l'émetteur. Donc, c'est ce que j'ai dessiné ici. Alors, pour simplifier les choses, on va considérer qu'il s'approche ou il s'éloigne à la même vitesse. Hein, on va dire que la vitesse du récepteur ne change pas. Et donc, vous avez une certaine vitesse ici, qui est dirigée vers la droite, et la même vitesse qui est dirigée vers la gauche. Alors maintenant, l'émetteur, lui, il produit des ondes sonores autour de lui, qui sont représentées donc par les cercles, et ces ondes sont produites toutes au même endroit, puisque l'émetteur est immobile. Donc, on a des cercles concentriques. Alors maintenant, si vous avez le récepteur R1 qui est immobile lui aussi, situation qu'on a étudiée tout à l'heure, eh bien, il reçoit les crêtes, en fait, à un certain rythme. Mais maintenant, si ce récepteur R1 s'approche de l'émetteur, les ondes, elles, se déplacent dans le sens opposé. Les ondes, elles vont dans ce sens-là, en fait. Donc, les ondes, elles lui viennent contre, et puis lui, en plus, il avance contre les ondes. Il va donc percevoir les ondes à un rythme, enfin, en tout cas, il va percevoir les crêtes, on va dire, à un rythme qui est plus élevé que s'il ne bougeait pas. C'est un petit peu comme si vous êtes à la plage, vous êtes debout sur la plage, mais les pieds dans l'eau. Puis vous recevez, on va dire que le rythme des vagues est régulier. Par exemple, je ne sais pas moi, toutes les 2 secondes ou toutes les 5 secondes, vous recevez une vague qui arrive contre vous. Si vous vous mettez à courir au large, c'est-à-dire dans la direction d'où viennent les vagues, ben vous allez rencontrer les vagues plus rapidement. Peut-être qu'au lieu que ce soit toutes les 5 secondes, ce sera toutes les 4. Donc, si vous les recevez plus rapidement, vous les interceptez plus rapidement, la fréquence avec laquelle vous les détectez va être plus élevée que si vous étiez immobile. Donc, on va dire que quand
les vagues sont, enfin, quand les ondes sont émises, elles sont émises à une certaine fréquence qu'on va appeler F. Elles vont être détectées à une fréquence F1, ici, hein, par lui. Et le lien qui est entre les deux, pardon, je voulais faire ça en bleu, voilà. Le lien qui est entre les deux, c'est que F1 est plus grande que F. Il détecte le récepteur F1, étant donné qu'il avance contre les ondes, il rencontre plus d'ondes par unité de temps, donc avec une fréquence plus élevée. Intéressons maintenant à celui qui est de l'autre côté. Alors, pour celui qui est de l'autre côté, lui, il est en train de s'éloigner, hein, ici, lui, R2, il est en train de s'éloigner de la source. Donc, il se fait rattraper par les ondes qui sont émises par la source, qui vont dans le même sens que lui, en fait. Il se fait rattraper, mais comme il est en train de les fuir, il se fait rattraper moins rapidement que s'il était immobile. Donc maintenant, imaginez, vous êtes debout dans la mer, hein, on imagine une jolie plage qui est bien longue, hein, où en fait il faut marcher peut-être 100 mètres pour avoir de l'eau jusqu'au nombril, admettons. Donc vous êtes à 10 mètres, dans 10-20 mètres, on va dire, vous avez des pilets de l'eau jusqu'au mollet. Si vous ne bougez pas, par exemple, vous recevez une vague toutes les 5 secondes. Puis maintenant, vous vous mettez à courir en direction, cette fois, de la plage, du sable. Donc, vous courez dans ce sens-là, les vagues qui arrivent derrière, elles vont vous rattraper, mais elles ne vont pas vous rattraper aussi vite, évidemment, que si vous étiez mobile. Donc, les vagues que vous allez intercepter, puisque vous bougez, vous allez les intercepter avec une durée entre chacune d'elles qui est plus grande, donc avec une fréquence qui va être plus petite, en fait. Hein. Vous allez en intercepter moins par unité de temps. Et donc, du coup, la fréquence que vous allez détecter ici, que je vais écrire en vert, hein, bien sûr, que j'appelle F2, ça c'est la fréquence qui est détectée, eh bien, cette fréquence F2, elle sera plus petite que la fréquence émise par l'émetteur. Alors, si vous mettez toutes ces considérations ensemble, vous obtenez ce que je vais écrire cette fois en noir. Non, je vais quand même garder les couleurs. Vous obtenez que F1, ouais, on va mettre ça comme ça. F1, alors, est plus grand que la fréquence émise par l'émetteur, que F en fait. Mais ce F1, il est lui-même, ce F, pardon, est lui-même plus grand que F2. Donc, vous obtenez, en définitive, c'est là que je voulais en venir, vous obtenez également dans cette situation, où cette fois c'est le récepteur qui bouge et l'émetteur qui est immobile, ben vous pouvez aussi observer des variations de fréquence, c'est-à-dire un effet Doppler. Alors cet effet Doppler, il n'est pas pareil que ce soit l'émetteur qui bouge ou le récepteur qui bouge. En termes de formule, ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais disons, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le phénomène existe. Alors, j'arrive au bout de mes explications ici. Ce qui est encore possible, mais qu'on n'étudiera pas vraiment ici, c'est le mélange des deux. C'est ce que j'ai marqué ici. Là. On peut avoir un mélange des deux. Alors, un mélange des deux situations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir le récepteur qui est immobile et l'émetteur qui bouge, première situation qu'on a étudiée. On peut avoir l'émetteur qui est immobile et le récepteur qui bouge, deuxième situation qu'on vient d'étudier. Et puis, on peut avoir les deux, le récepteur et l'émetteur qui bougent les deux. Alors, maintenant, selon la manière dont ils bougent, ça peut être les deux vont dans un sens, ou bien les deux vont l'un contre l'autre, ou bien les deux vont dans l'autre sens, on n'en sait rien, ou les deux s'écartent l'un de l'autre. Eh bien, à ce moment-là, ça devient assez difficile de dire comme ça, sans faire de calcul, si la fréquence va augmenter ou si elle va diminuer. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment ici, et que donc, pour déterminer ces variations de fréquence, à partir de là, il faut vraiment pouvoir faire les calculs. Alors, faire les calculs, ça implique appliquer une formule. Et cette formule, c'est celle que je vous présente ici. Alors, dans cette formule, il y a trois choses qui sont intéressantes, enfin plus même. Vous avez donc, premièrement, F', je vais mettre ça en vert, voilà. F',
et F. Alors, qu'est-ce que sont que F' et F? Eh bien, F', c'est la fréquence qui est perçue par un récepteur. Que le récepteur soit immobile ou qu'il soit en mouvement. Ça, c'est la fréquence qui est perçue par le récepteur. Donc, par exemple, dans notre cas de figure, c'est la fréquence que vous percevez si vous êtes au bord de la route et que vous entendez donc le bruit d'une voiture qui passe. F, c'est la fréquence qui est émise par l'émetteur. Donc, c'est par exemple la fréquence qui est du moteur, hein, le bruit du moteur. Et là-dedans interviennent quelques grandeurs encore. Par exemple, vous voyez qu'ici, il y a la vitesse du son qui apparaît ici et là. Et puis ensuite, vous avez, donc, si on parle de bruit de voiture, évidemment, la vitesse du son en question, ce sera la vitesse du son dans l'air, hein, bien entendu. Hein. Donc, c'est la vitesse du son. Pourquoi tu ne veux pas? Voilà, ici, dans le milieu où les ondes se propagent. Si maintenant on parle de son qui se propage dans l'eau, ça existe aussi, eh bien, on prendra la vitesse du son dans l'eau. Donc ça dépend des cas de figure. Et ce qui intervient là-dedans, c'est la vitesse de l'émetteur, que je dessine en jaune, en orange plutôt, et il me faut encore une petite couleur, on va prendre du rose, voilà, la vitesse du récepteur. Donc, en jaune ici, vous avez la vitesse de l'émetteur, c'est-à-dire VE, et puis en rose, vous avez VR, c'est-à-dire la vitesse du récepteur. Alors, toutes ces vitesses doivent être exprimées dans des unités de vitesse, bien entendu. Hein. Donc, les unités de vitesse, ce sont des mètres par seconde, donc vitesse en mètres par seconde. Et puis, les résultats des fréquences, elles se mesurent comme toute fréquence en Hertz, bien sûr. Alors maintenant, le petit problème qui intervient ici, c'est l'histoire du plus ou moins qu'il y a ici et là. Alors, les plus et les moins, eh bien, ça, il faut, évidemment, moi, je ne vous demande jamais de savoir les formules par cœur, hein, mais il faut appliquer la formule de manière correcte. Alors, les explications qui vont avec se trouvent à la page d'après. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Les signes plus ou moins au numérateur, c'est-à-dire en haut de la barre, et au dominateur en dessous, sont définis selon les règles suivantes. Alors, vous, quand vous avez un problème de ce type, vous devez regarder si le récepteur s'approche de l'émetteur. Enfin, quand je dis s'approche, ça veut dire va dans la direction de l'émetteur, ou au contraire s'en éloigne. Et puis après, vous devez regarder aussi si l'émetteur va dans la direction du récepteur, ou au contraire s'en éloigne. Si évidemment l'un des deux ne bouge pas, eh bien, du coup, s'il ne bouge pas, il ne va ni s'éloigner ni se rapprocher. Donc, vous remplacez tout de suite la vitesse correspondante, soit le VR, soit le VE dans la formule, vous le remplacez par 0. Mais si ce n'est pas nul, si ce n'est pas 0, eh bien, dans ce cas-là, vous devez regarder ce qui se passe. Par exemple, est-ce que le récepteur va dans la direction de l'émetteur, ou au contraire, est-ce qu'il s'en éloigne? Alors, s'il va dans la direction, vous allez mettre un plus au numérateur, sinon vous mettez un moins. Alors, par exemple, hein, concrètement, ça représente ça. Ici, vous avez le récepteur qui va dans la direction de l'émetteur. Donc ici, on mettra un plus. Puis ici, le récepteur, il s'éloigne de l'émetteur. Donc, on mettra plutôt un moins. Dernière chose, pareil pour en dessous, pour ce qui se passe sous la barre. Si maintenant vous avez l'émetteur qui se déplace vers le récepteur, donc il va dans la direction du récepteur, vous allez mettre un moins au dénominateur. Si au contraire il s'en éloigne, vous allez mettre un plus au dénominateur. Donc, pour reprendre l'exemple ici, là, c'était ici, hein, ouais, ici. Dans ce cas-là, le récepteur ici, là, vous avez l'émetteur qui s'approche du récepteur. Donc, au dénominateur, sous la barre, il faut mettre un moins. Et puis là, par contre, pour ce récepteur-là, eh bien, l'émetteur s'éloigne. Donc, d'après ce qui est écrit, il faut mettre un plus.
Donc, vous avez 4 cas de figure, en fait. Et donc, ces 4 cas de figure, eh bien, il faut les considérer. Si vous voulez, il n'y a qu'une seule formule, qui est la formule que vous avez ici en bas de la page 33, que vous devez appliquer, mais en ayant conscience qu'elle représente 4 cas de figure selon les valeurs plus et moins qui apparaissent ici.